Bonjour Gaëtan, je suis ravie du coup d'être chez toi pour mettre en lumière ton être, ton âme et ce que tu fais dans ta vie professionnelle et au niveau de l'endométriose. Donc tu vas nous Ouais. parler aujourd'hui de qui tu es et de ton parcours pro et perso et de ce qui fait que tu es là aujourd'hui avec moi dans le cadre aussi de l'association Féminescence d'ici et d'ailleurs. Mhm. Voilà, donc je te laisse nous raconter un petit peu ton parcours pro et perso. Donc en fait, en 2010, j'étais à Poitiers. Donc moi, initialement, je suis issu d'une formation dans le bâtiment et les énergies renouvelables, pour faire court. Donc ça a été la formation que j'ai fait de 2010 à 2012 à Poitiers, donc un DUT. Et après, j'ai commencé à travailler pendant à peu près 2 mois, 2 mois et demi dans le milieu du développement des énergies renouvelables. Jusqu'au un jour, donc là je vais faire rentrer ma vie personnelle en parallèle, où ma mère avait un cancer. En 2011, il lui a été diagnostiqué un cancer du sein, et donc on se retrouve un an plus tard, en 2012, où moi je suis en train de travailler un petit peu après mes études, et où le cancer finalement prend une ampleur importante pour elle, et une opération de biopsie en fait a lieu. Et ma mère décède du coup 2 à 3 mois plus tard après l'opération. Euh, donc ça c'était fin 2012, donc elle est décédée en octobre 2012, juste avant du coup que je commence ma formation dans les thérapies complémentaires. Donc ça c'est pour faire le lien en fait si tu veux entre le parcours personnel et le décès et l'accompagnement en fin de vie aussi de ma mère sur les derniers jours et les dernières semaines, avec mon basculement, en fait, mon changement de voie professionnelle vers les thérapies complémentaires qui m'appelaient déjà. Hein. J'avais déjà une affinité en fait et un appel vers ce domaine-là en fait, qu'est la santé complémentaire, mais la santé au sens large aussi, depuis 2010-2011 en fait. Donc ça faisait 2 ans, si tu veux, pendant mes études à Poitiers, où parallèlement à mes études dans les énergies renouvelables, je m'intéressais aux thérapies complémentaires. Et le parcours médical de ma mère avec son cancer puis son décès ont été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai décidé vraiment de changer de voie professionnelle. D'accord, et là du coup tu es tout jeune puisque tu as Ouais, 2010, j'avais. Enfin, là, c'était 2012 exactement, le changement de voie professionnelle, donc j'avais 19 ans. 19 ans, ok. Waouh, d'accord. Voilà, donc Et donc du changement. coup là tu décides de changer de voie. Alors, je décide de changer de voie. Ce que je fais en fait, c'est que donc à ce moment-là, j'ai la chance encore d'habiter chez mon père, donc financièrement, je ne suis pas pris de cours, si tu veux. Donc je décide de m'inscrire à une formation qui est une formation de praticien en santé naturelle à l'École internationale de santé bien-être de Toulouse, donc l'acronyme c'est EIBE, sur un cursus de 6 mois. Donc c'est une formation continue, donc du coup c'était tous les jours, hein, du coup, enfin, comme quand on va au travail, du lundi au vendredi, sur Toulouse, sur une formation sur 6 mois, à peu près 1500 heures de théorie et à peu près autant de pratique, qui m'a fait en fait vraiment un grand tour d'horizon d'un ensemble de thérapies complémentaires qui peut être pratiquées, avec un axe central qui était la médecine chinoise, qui était vraiment le cœur de la formation. Et autour de ce cœur de formation s'articulait l'auriculothérapie, les réflexothérapies, l'ayurveda, la naturopathie, du shiatsu, voilà. Tout un tas de thérapies pour nous faire découvrir un panel le plus large possible. Et l'idée ensuite, c'était de pratiquer bien sûr ce qu'on avait appris, mais aussi de se spécialiser dans l'approche qui nous avait le plus parlé. Voilà. Et donc du coup on en vient à l'amoxibustion. Alors pas tout de suite, pas tout de suite, parce que l'amoxibustion, donc pour la petite anecdote, en effet, l'amoxibustion, qui est ma spécialité aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a pratiqué dans le cadre de cette formation en 2012, du coup 2013, mais c'était l'amoxibustion chinoise. Et la première fois que j'ai commencé à façonner des cônes avec l'armoise, du coup, pour stimuler et faire cette pratique qu'est l'amoxibustion, je me suis dit, ouais, ça c'est une pratique, c'est trop compliqué, j'ai les mains moites, ça colle, ça pègue, c'est difficile de faire les cônes. Alors honnêtement, l'amoxibustion, la première rencontre dans le cadre de cette formation, c'était vraiment pas du tout quelque chose qui m'appelait de par la difficulté de conception des cônes en fait.
Voilà, donc c'est pas ce sur quoi je me suis axé. Donc pour aller à l'essentiel et accélérer sur le parcours, donc en 2013, à l'issue de la formation, donc moi je commence à faire un stage à l'Institut Claudius Rigaud. Donc c'est anciennement en fait ce qui a donné l'Oncopole aujourd'hui, hein. Donc avant c'était l'Institut Claudius Rigaud qui était dans le centre de Toulouse, où là je suis intervenu en soins palliatifs. Et où mon appel en fait c'était vraiment les techniques d'accompagnement de bien-être pour les personnes en fin de vie, personnes âgées ou personnes en fin de parcours thérapeutique, donc soins palliatifs qui sont vraiment bien-être, on ne vise pas de thérapeutique en fait. Donc j'avais ça, et d'un autre côté j'avais aussi un appel et un attrait vers l'équilibrage postural. Donc je me suis formé en myoénergétique après la formation de l'IBE, qui consiste à équilibrer la posture en détendant des tensions musculaires. Donc c'est là que j'ai approfondi le shiatsu, la microponcture, et que j'ai redécouvert la moxibustion, mais cette fois-ci la moxibustion japonaise, pratiquée par ce maître japonais donc, qui s'appelle Hiroshi Iwaoka, qui exerce à Paris et qui est le concepteur de cette approche qui s'appelle la myoénergétique. Et donc là, la première fois que je l'ai vu pratiquer, il a pratiqué ces fameux petits cônes donc, que je te montrais tout à l'heure, que je pourrais mettre du coup dans la vidéo pour montrer, qui vraiment, en fait, c'est artistique. C'est beaucoup plus complexe à façonner que ce que j'avais fait en formation à l'EIBE, mais là, je sais pas, il y avait comme un feu, une passion, un appel qui était né en moi quand je l'ai vu pratiquer. C'est très subtil, ouais. Tout à l'heure, quand tu me l'as montré, c'est très subtil, très fin, très délicat aussi. C'est Ouais, tout à fait. comme la plante d'ailleurs, qui est toute douce, qui est... La texture, en La fait, texture en effet, de au la niveau de la plante, texture, c'est très doux, très mou, c'est chaleureux, on peut dire aussi en un sens, et par la chaleur que ça génère après. enveloppant, je trouve. Très cocon, Ouais, la plante, ouais. au niveau de la Ok. texture. Donc, du coup, la moxibustion, c'est là vraiment que ma passion pour la moxibustion, elle est née. Quand j'ai vu ce maître pratiquer, donc là, on était en 2013, fin 2013, et je n'ai fait la formation avec lui que 2 ans plus tard, en 2015. Entre-temps, du coup, je me suis vraiment investi auprès des personnes âgées. Donc, je suis allé en maison de retraite, pratiquer les techniques de bien-être pour soulager les personnes âgées. Je suis aussi intervenu auprès du personnel soignant, donc essentiellement en EHPAD, pour soulager tout ce qui était troubles musculo-squelettiques, donc les sciatiques, les cruralgies, les douleurs d'épaule, les cervicales, qui sont un peu le lot du personnel soignant en structure de santé. Et donc là, on arrive en 2015, je commence la formation en moxibustion sur 3 jours, donc c'est très court, avec Hiroshi Iwaoka. Et de là, en fait, on arrive à le moment où je mets en pratique en cabinet et où je me rends compte que, en fait, ça stimule extrêmement fort et que les patients, c'est trop fort, ça les brûle en fait. Je n'ai pas une maîtrise encore suffisante de la technique pour comment dire, pour que le patient ressente la chaleur de manière confortable. Et pour moi, dans la politique de travail, ce n'est pas acceptable que je fasse mal à une personne pour avoir un résultat thérapeutique. Donc du coup, je fais des recherches sur la moxibustion, cette technique, pour voir un peu comment je peux m'améliorer, tout ça. Et je tombe sur une vidéo d'un japonais qui s'appelle Hideo Shinma, donc qui est le fils d'Isaburo Fukaya, qui est le concepteur du bambou que je t'ai montré, qui nous permet en fait de calmer la sensation et la perception de chaleur au niveau de la peau et d'amener aussi la stimulation plus en profondeur. Et je vois ce maître pratiquer avec un bambou sur le corps, ça fait un effet ventouse et ça fait des grosses traces rouges, un peu comme quand on a vraiment une ventouse qui nous est mise sur la peau, sur un endroit très congestionné, donc là c'est très foncé, très rouge. Je me dis, wow, ça a l'air intéressant, ça a l'air un peu fort quand même aussi ça, mais ça m'interpelle. Donc je fais des recherches. Et je tombe sur le livre de Felipe Codé Piñana, donc, qui est un kinésithérapeute espagnol, qui se trouve être le seul occidental formé par des Japonais vraiment à un grand niveau à la moxibustion japonaise et à l'ensemble des techniques. Donc j'achète son livre qui est en français à ce moment-là, je me dis quelle chance c'est en français. Et donc c'est ma Bible pendant 6 mois. Je m'y réfère en permanence et je demande à des personnes en fait, de devenir cobayes pour que j'utilise ce fameux bambou pour tester son efficacité sur déjà le fait de rendre la pratique plus supportable et de voir si ça augmente les résultats thérapeutiques. Et donc là j'ai 50 personnes que j'accompagne pendant 5-6 mois
sur un total, je crois au total, ça aura représenté à peu près 100 séances. Et donc là, je découvre vraiment qu'en effet, ça a un grand intérêt et que ça permet aussi de pallier ma carence par rapport à la maîtrise de la conception des cônes. Parce que comme je te disais tout à l'heure, quand ils sont trop serrés, ça chauffe trop fort. Et donc toute la subtilité de cette pratique en tant que pratiquant, c'est de confectionner des cônes qui soient doux, en fait. Vraiment pas serrés, pas trop forts, mais en même temps une stimulation juste. Euh, donc voilà, de là commence cette étude, en fait. Et après, ben, je suis parti en 2016 me former avec Philippe. Formation sur 7 mois, du coup, de 2016 à 2017. D'accord, donc tu as renchaîné une formation avec ce kinésithérapeute, Exactement. voilà, pendant 7 mois pour te perfectionner et pour vraiment aller en profondeur dans cette pratique-là et la maîtriser. Et la maîtriser, exactement. Et donc, à ce moment-là, ce qui était important pour moi, c'était surtout de comprendre l'utilisation du bambou et de développer cette technique qui s'appelle le Tonetsukyu, la chaleur profonde, en fait, la chaleur qui pénètre. Et moi, j'étais focalisé sur cette technique. Et dans la formation, en fait, Philippe nous a enseigné tout un panel, en fait, un éventail de techniques de moxibustion très large. Et moi, je venais juste approfondir une, mais j'ai découvert un monde, en fait. Et c'est là que j'ai découvert le monde de la moxibustion japonaise, son potentiel thérapeutique, et vraiment le cœur et l'essence de la pratique qui est d'amener une stimulation juste et développer une palpation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à la médecine japonaise. La palpation est vraiment au cœur de l'approche qui consiste à déterminer où on doit travailler. Il y a à la fois la théorie et les concepts de médecine chinoise, mais il y a aussi après la palpation derrière qui vient infirmer ou confirmer si la théorie, elle est juste ou pas. Et ça, on va le confirmer à la palpation si le point sur lequel on se trouve, il est douloureux à la pression et induré. Avec les doigts. Avec les doigts. Et donc ça veut dire si on sent, nous, en thérapeute, si on sent une induration, c'est-à-dire une tension, une micro... et le cœur de l'induration, c'est-à-dire c'est un point sur 2 mm à peu près, vraiment maximal, où on sent une congestion très très forte, un point palpable. Hein. Comme tu m'as fait sur le coup tout à l'heure, où tu as pressé, tu as senti, et moi aussi d'ailleurs, j'ai senti qu'il y avait un point sensible. C'est ça, en fait, hein, que tu recherches. C'est ça que je recherche, ouais. Je recherche vraiment une induration, une tension extrêmement forte dans les tissus et associée à une douleur à la pression. Donc là, c'est toi qui vas me confirmer si c'est douloureux ou pas à la pression. Et donc après, du coup, c'est en rapport avec les méridiens Tout à fait. de la médecine chinoise, traditionnelle chinoise. Tout à fait. On travaille sur des méridiens, mais avec cette finesse, en fait, que dans l'approche de moxibustion japonaise en particulier, on va venir vérifier, en fait, pas de manière absolue et figée dans le trajet théorique du méridien qui est sur la charte du tracé, tu vois, ou de la proportion CA 3 largeurs de doigts, tu vois, mais on vient vérifier autour et à côté des méridiens également, à côté de la théorie. Vraiment, ce qui nous intéresse, c'est le méridien nous donne une direction, le point d'acupuncture nous donne une précision sur la localisation approximative, et la palpation nous donne l'emplacement précis, exact, et juste pour la personne. Parce qu'entre deux personnes, le point, il peut être pas au même endroit. Bien sûr, on est tous différents. Donc c'est juste un repère, voilà, un repère en fait. C'est ça. Théorique, mais après la pratique, c'est toujours différent. Ok, donc là on est en quelle année? On est en 2000, tu m'as dit 2015, 2016? Quand je finis la formation avec Philippe, on est en 2017. 2017, tu finis ta formation et après 2017, c'est à ce moment-là que tu souhaites partir en itinérance pour aller rencontrer, du coup, rencontrer qui, quoi? Du coup, la genèse de ce projet d'itinérance à vélo, donc c'est un projet en fait que j'ai lancé, et donc je suis parti 2 mois de juin à juillet 2018, parce que donc du coup j'ai toujours été un grand passionné de vélo, j'ai fait du vélo de route un peu dans ma jeunesse, et puis là à ce moment-là en 2018, je suis plutôt sur une démarche écologique, d'utiliser le vélo pour mes déplacements, tu vois, pour remplacer un peu la voiture, et voilà. Donc du coup, j'ai vraiment envie en fait d'aller à la rencontre de personnes en fait, me dépasser, sortir de ma zone de confort
et utiliser le vélo pour aller à la rencontre. Pour aller à la rencontre des personnes. Et aussi, il y a vraiment cette intention d'aller soulager les personnes et transmettre les principes de santé auxquels je me suis formé en fait et que je connais déjà depuis des années, que j'ai pratiqué pour certains sur moi et qui peuvent aider des personnes. Donc mon idée en fait de base pour ce projet, le point de départ, c'est de me dire ok, je vais passer en fait dans les déserts médicaux pour amener en fait du soulagement avec la moxibustion japonaise et transmettre des principes de santé, donc de naturopathie, alimentation, exercice physique, voilà, pour transmettre des principes de base aux personnes que j'ai rencontrées sur ma route. Donc je commence à dessiner un petit peu où sont les déserts médicaux en France et je me dis ouais, je vais faire un tour de France des déserts médicaux, tout ça. Donc là, je commence à tracer un petit peu en fonction des déserts médicaux et je me dis oulala, ça va être un peu compliqué, il y en a partout, il y en a dans la région parisienne, j'ai pas trop envie d'aller sur la région parisienne. C'est pas trop mon trip, donc du coup je revois mon projet et en fait je décide de passer par les voies vertes, les véloroutes. Les véloroutes de France, et donc là je trace un parcours qui part de Montauban, du port-canal de Montauban, qui rejoint ensuite Montèche pour aller à Bordeaux, par le canal du Midi. Après de Bordeaux, j'ai pris la véloroute 3 pour monter jusqu'à Orléans, en passant par Tours, du coup, Orléans. Ensuite, je suis passé à l'horizontale, en fait, par la véloroute qui fait le tour des châteaux de la Loire, pour aller jusqu'en Alsace, du coup. Okay, ouais. Alors là, après, j'ai triché, j'ai pris le train pour descendre à Aix-en-Provence. J'ai pris d'ailleurs 4 trains pour aller jusqu'à Aix-en-Provence, que de TER. Donc là, c'était une journée de 12 heures avec mon vélo sur l'épaule à faire les transitions. Et après, de Aix-en-Provence, je suis revenu par le canal du Midi à partir de Carcassonne. Jusqu'à Toulouse, puis Montauban. Donc ça, c'était la boucle, 3000 km à vélo à peu près. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'aller au domicile de personnes pour être hébergé en échange d'un soulagement. Voilà. Donc les personnes m'offraient le gîte et le couvert, et puis moi, je leur faisais des séances tout le long du parcours, et il y avait la rencontre aussi, l'enrichissement humain, en fait, qui était là. Et donc je me suis fait... je pense que j'ai rencontré à peu près une 50aine de personnes sur ce parcours de 2 mois du coup. Et comment tu les as rencontrés du coup? Parce que toi, tu es à vélo. Ouais, du coup, c'est à quelle période? C'est à l'été? C'était juin-juillet 2018. Juin-juillet 2018, ok. Donc c'était en fait, il y a eu beaucoup de communication avant. Donc j'ai beaucoup diffusé dans mes réseaux personnels, professionnels, qui ont relayé l'info, les différentes associations dans lesquelles j'étais investi. Il y a eu le Jardin d'échange universel aussi, qui est un réseau d'échange de services, qui ressemble un peu au CEL, tu vois, donc qui est présent au niveau national en France, et donc ça a permis de me faire connaître aussi comme ça. Donc c'est par toutes ces actions-là, je tenais un blog aussi à l'époque, donc ça permettait de me faire connaître aussi par rapport à la moxibustion et à ce projet. Donc ça a été ça, et après beaucoup de bouche à oreille, en fait, des interventions à un endroit, et puis une personne qui me dit « Ah, mais j'ai ma famille là, tu passes pas loin, tu peux t'arrêter, ça sera cool que tu les rencontres, puis en plus, oui, lui, il a des douleurs de l'épaule, du coup, tu pourras le soulager. » Voilà. Donc ça a été beaucoup de com, en fait, avant, par les différents réseaux, et puis au fur et à mesure du projet, beaucoup de bouche à oreille, où les gens me disaient « Mais tiens, voilà, il y a une personne qui est pas loin de ma famille, ou que je connais, qui serait ravie de te rencontrer, quoi. » Et donc là, je reviens en juillet, juin, juillet, août. Du coup, je reviens en août, 2 mois du coup. Et donc là, s'écoule 4 mois, où après mon retour, je suis uniquement sur mon poste salarié, puisque j'ai fait du portage de repas à domicile en fait également. Donc là, c'était mon emploi salarié. Et je me remets focus que là-dessus. Et je prends le temps en fait, pendant 4 mois, 5 mois même, de mettre à plat mon activité et de me poser la question vraiment qui je veux accompagner, comment je veux les accompagner, qu'est-ce que je veux faire en fait véritablement avec ces personnes, où je veux les amener et pourquoi je fais ça. Donc c'est un gros travail. Ces 2 mois d'itinérance en fait, elles m'amènent pendant les 2 mois à vivre vraiment beaucoup de rencontres, et humainement et sportivement aussi me dépasser. Mais surtout en fait l'essentiel de ce que je vis, c'est après. L'introspection qui a lieu à pied et le chaos dont je te parlais tout à l'heure en off, qui se passe en fait quand tu ouvres tous les tiroirs et que tu te poses des questions vraiment importantes, quoi. Voilà. C'est là que je me suis vraiment posé les questions importantes. Et donc là, on arrive au printemps 2019, où je suis bénévole pour l'association du Centre Ressources, donc qui accompagne les personnes atteintes de cancer.
où je suis investi depuis 2016. Et cette association de centres ressources, du coup, organise une soirée avec l'association Endo-France, qui est donc l'association nationale la plus importante aujourd'hui en France, qui représente les femmes atteintes d'endométriose et qui sensibilise sur cette pathologie. Donc moi, je suis présent à cette soirée comme bénévole du centre ressources, et puis j'assiste à la présentation de qu'est-ce que c'est l'endométriose lors de cette soirée. Alors même que je suis en pleine réflexion sur qui je veux accompagner, qu'est-ce que je veux faire, où je veux amener les gens, voilà. Et à la fin de la soirée, il y a un appel à professionnels qui est lancé par la représentante d'Endo-France qui dit clairement on a besoin de professionnels, tant médicaux que paramédicaux que complémentaires, qui se penchent sur cette thématique de l'endométriose pour trouver des solutions de soulagement. Et moi, je me dis vraiment, à la fin de la conférence, je me dis, tiens, c'est intéressant parce que l'amoxibustion japonaise, parmi les grands groupes de problématiques de santé pour lesquels elle est particulièrement efficace, les troubles gynécologiques en font partie. Je ne sais pas si ça va être efficace sur l'endométriose. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une probabilité, peut-être, que ça fonctionne, étant donné que sur les troubles gynéco, ça fonctionne bien. Comme autre, quand tu dis troubles gynécologiques, tu penses à quoi? Quand tu dis, du coup... Donc, règles douloureuses, hémorragiques, fibrome utérin. Donc, je ne parle pas de traitement, hein. Je parle de régression, je parle de stabilisation de l'état, de calmer la douleur, mais pas de... Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu vraiment de guérison par la pratique de l'amoxibustion sur un fibrome. Voilà, sur les troubles aussi, alors on est sur du gynéco, mais un petit peu lors de la ménopause, bouffée de chaleur, grosse fatigue, enfin voilà, tous les symptômes de la ménopause, ça c'est des choses sur lesquelles j'avais aussi du recul. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais lancer une expérience. Voilà, moi j'adore ça, faire des expériences, et en particulier avec l'amoxibustion japonaise. Donc du coup, me voilà à solliciter des femmes atteintes d'endométriose pour leur dire, ben voilà, j'ai une expérience à faire avec l'amoxibustion, je ne sais pas si ça marche, je veux vérifier si ça marche. Du coup, j'ai demandé à des femmes de se prêter au jeu, du coup, de venir essayer l'amoxibustion japonaise à tarif préférentiel et d'effectuer au moins 3 séances. C'était mon critère, au moins 3 séances. Donc ça a commencé avec 5 femmes sur les 3 premiers mois, donc de juillet à peu près, juin-juillet 2019 à septembre à peu près 2019. Et sur ces 5 femmes, il y en a 4 pour lesquelles vraiment le soulagement il a été particulièrement important. Il y avait vraiment une régression de l'intensité de la douleur, au moins de moitié, voire sinon plus des fois. Et pour une femme, aucun résultat. Donc je me suis dit, c'est intéressant. Pour moi, c'est 80% de taux de soulagement, c'est quand même très intéressant. Et j'ai voulu poursuivre, donc j'ai poursuivi 1 an. Donc je fais de l'été 2019 à l'été 2020, et là on arrive au Covid après, hein, donc du coup c'était délicat de poursuivre, mais sur 1 an, du coup les chiffres c'était à peu près les mêmes. J'avais accompagné 20 femmes, et sur les 20, il y en avait 16 qui étaient vraiment soulagées, 4 pour lesquelles c'était pas trop le cas. Et donc là, je vais faire du lien avec ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la formation en cours actuellement, le coaching avec David Laroche, et donc au sein de l'EDEC. C'est que ces 4 femmes qui n'étaient pas soulagées, les critères communs à ces femmes, c'est qu'elles avaient vécu par le passé des traumas importants par rapport à l'affaire sexuelle. Des viols, des agressions, du harcèlement. Et donc c'était des choses sur lesquelles moi, avec l'amoxibustion, je n'avais pas de prise. J'ai pas d'impact là-dessus. Bien qu'en travaillant la posture avec l'amoxibustion, je peux quand même travailler sur la posture intérieure des personnes. Et ça, je le remarque vraiment dans les séances que je fais où les femmes, elles prennent leur place, elles osent dire non, elles posent leurs limites. Il y a des changements de vie, en fait, des changements de travail, des séparations qui se produisent après les séances ou après les accompagnements. Donc il y a vraiment un impact en fait. Mais par contre, sur le travail de ce qui a été vécu par le passé, qui est traumatisant par rapport à la sexe sexuel, j'avais pas d'effet là-dessus. Et pour moi, c'était vraiment ce qui expliquait que ces 4 femmes en particulier n'avaient pas ou peu de soulagement. Oui, parce que finalement, toi, tu es sur la sphère énergétique, physique. Et là, on rentre dans la sphère psychologique, trauma. Et donc là, ça demande un accompagnement, du coup, supplémentaire. Supplémentaire sur un domaine, en fait, et un plan en fait, de l'être sur lequel moi, je n'étais pas compétent. Sur lequel j'avais pas de billes, en fait, j'avais pas de matière, pas de ressources à utiliser. Donc je peux rediriger vers des personnes. Mais ça m'intéresse, moi, vraiment d'avoir un accompagnement le plus complet possible, donc d'où la formation en coaching qui démarre cette année-là
aujourd'hui. En 2023, ouais. Mais voilà un peu pour l'histoire en fait par rapport à l'endométriose, de comment j'en arrive à l'endométriose. Et donc ça c'est l'histoire que je raconte souvent. Et après derrière ça, il y a quand même une question que je me pose souvent, c'est vraiment, et qu'on me pose souvent, c'est mais qu'est-ce qui fait que tu accompagnes les femmes atteintes d'endométriose? Pourquoi vraiment en fait au fond de toi tu accompagnes les femmes atteintes d'endométriose? Et là, bien souvent, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, j'ai que des bribes en fait. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il y a une sensibilité. J'ai été touché par la souffrance de ces femmes. Et si je fais du lien avec mon passé et le public que j'ai eu le plus à cœur d'accompagner au début de mon parcours de thérapeute, ça a été des personnes en fin de vie, des personnes âgées, personnes en soins palliatifs, atteintes de cancer. Donc des personnes qui sont souvent avec une grande proximité avec la mort, ou qui ont une grande souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Un grand isolement aussi avec les personnes âgées. Et donc, je peux faire du lien entre les femmes atteintes d'endométriose qui vivent en fait une grande souffrance, déjà de par le fait d'être incomprises par le médical en fait, qui tarde à diagnostiquer et qui bien souvent leur dit le discours de c'est dans votre tête ou il va falloir aller chercher un désordre psychologique pour expliquer ce que vous ressentez là, mais l'endométriose, elle n'est pas poussée. En fait, le diagnostic vers l'endométriose, il n'est pas entamé, en fait, dès que la femme parle de ses symptômes. Donc, je fais du lien, en fait, avec la souffrance. La solitude aussi, parce que quand tu es face à la mort et quand tu es face justement aux soins palliatifs ou en fin de vie, tu es face à toi-même. Donc tu es face, du coup, il y a un parallèle en fait dans ce que j'entends entre la solitude du deuil de la mort de sa vie et puis ce cycle qui se répète tous les mois et cette douleur récurrente finalement qui se rappelle à ces femmes-là qui ont l'endométriose du coup. Oui. Hein, il y a enfin, pour moi, il y a ce parallèle, cette solitude et cette récurrence-là aussi. Oui, tout à fait. Même si après, elle peut être continue, hein, même, et ne plus dépendre que du cycle, en fait, que du moment de menstruation, mais être continue. Je veux dire, il y a des femmes qui vont décrire des douleurs d'endométriose, pas que au moment des règles, mais sur tout leur cycle. C'est à savoir aussi, du coup, au début, c'est cyclique, mais après, avec la chronicité, ça peut s'installer vraiment sur une douleur quasi constante, permanente, quelle que soit la phase du cycle, en fait. Et voilà, et si je fais du lien par rapport à qu'est-ce qui m'attire là-dedans, en fait, il y a une partie de moi qui est inspirée par ces femmes, en fait, il y a une force, je retrouve vraiment une force, et je pense en particulier par exemple à Daphne Kaufman, qui a été une des premières femmes que j'ai accompagnées atteinte d'endométriose, et qui est chanteuse, écrivaine, journaliste, praticienne en yoga, et je la vois manifester en fait dans sa vie tellement de choses, malgré cette maladie en fait qui l'a vraiment fait souffrir pendant beaucoup d'années. Et du coup, ces femmes, elles m'inspirent parce que vraiment, je vois une force et une capacité de résilience à transformer une situation qui est difficile et challengeante en opportunité pour grandir. Et ça, je trouve ça extrêmement inspirant. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça résonne en moi par rapport à Féminescence, à mon histoire et à cette résilience et cette capacité qu'ont les femmes d'être résilientes en fait dans leur parcours de femme en fait. On ne naît pas femme, on le devient. Souvent c'est dit comme ça. Et c'est vrai que là du coup c'est en résonance avec l'association Féminescence et le parcours et cette résilience que l'on retrouve finalement chez beaucoup de femmes en fait. Voilà. Ouais. À partir du moment où il y a justement quand même, on est sur vraiment l'intimité, sur quelque chose vraiment qui est dans l'antre de la femme. Et donc c'est intéressant parce que du coup toi
Est-ce que ça te connecte aussi du coup, à ta polarité féminine et forcément à cette résilience aussi que tu as toi en tant qu'homme de manière différente, peut-être plus féminine que masculine ou voilà, dans dans tes polarités, c'est intéressant aussi. Oui, pour te répondre, en fait, d'accompagner ces femmes, en fait, ça me connecte à, je vais dire, à ce qui est essentiel pour moi de manifester et ce qui est essentiel pour moi, en fait, dans quoi œuvrer dans la vie, dans quoi me mettre au service et surtout, en fait, ça me permet d'être au contact de ces femmes, comme par le passé d'avoir été au contact de personnes en fin de vie, de personnes âgées, de ne pas oublier quelle est ma mission principale dans la vie, qui est de m'accomplir. Et de m'accomplir, ça veut dire me réaliser sur le plan spirituel. J'entends comprendre qui je suis en essence, au-delà de Gaëtan, la forme que tu as en face de toi, là actuellement. Et donc, j'ai l'impression, en effet, oui, qu'aujourd'hui, d'accompagner ces femmes, ça me reconnecte peut-être en effet à cette part féminine qui est plus intérieure et qui va me permettre de contacter en moi un essentiel et de ne pas oublier de cheminer à l'intérieur quand tout ou beaucoup en tout cas de choses aujourd'hui dans notre société tendent plutôt à nous inviter à aller à l'extérieur et à nous concentrer en tant qu'en énergie, à manifester, à œuvrer, à être dans l'action concrète dans la matière en fait. Donc, ouais, tout à fait. Ok, oui. C'est c'est très intéressant parce que les portraits de féminescence, normalement, au départ, c'était que pour des femmes, en fait. Et donc là, tu es le premier homme et je me suis dit, ben oui, mais pourquoi, en fait, se fixer que sur les femmes, finalement, puisque il y a les deux polarités. Et donc là, à travers cet entretien, cette interview, ce témoignage, en fait, vraiment, on voit bien que les hommes sont en chemin, vraiment en chemin d'ailleurs de ta génération, 30, 40 ans, voilà, les hommes vraiment s'ouvrent vraiment à leur polarité féminine, les assument aussi par rapport à la société et par rapport à la femme aussi qu'ils ont devant eux. Et donc, je trouve ça magnifique, en fait, ce témoignage, en fait. C'est un beau témoignage pour toi aussi, et puis, mais pour nous, parce que... Et pour les autres hommes qui vont regarder ce portrait. Voilà, pour ouvrir les champs des possibles et arriver à plus d'apaisement intérieur, en fait, aussi dans cette société, dans ce monde, ouais. Et c'est moi, c'est ce qui m'anime dans Féminescence aussi. Aussi. Et donc, du coup, on en était donc à ton approche de coaching, naturopathie. Et on a vu ton projet d'itinérance. Tu avais des questionnements avant. Est-ce que tu avais des questionnements intérieurs par rapport à ce projet d'itinérance avant de partir? Je suppose que voilà, c'est un gros projet, comme tu as dit, une grosse préparation. Ouais, alors en fait, je vais clarifier sur l'itinérance parce qu'en fait, il y en a eu deux. Là, je t'ai parlé de celle de 2018 à vélo, qui a duré 2 mois. Et en effet, donc il y a eu un autre projet d'itinérance en 2021, du coup, où là, je suis parti à pied cette fois et où je suis allé. Et donc là, c'était un projet d'itinérance spécifique vraiment pour aller voir des femmes atteintes d'endométriose. D'une part pour sensibiliser, donc les interviewer, leur donner la parole, et du coup amener à diffuser ça en fait pour sensibiliser sur qu'est-ce que vivent ces femmes. Donc, tu peux préciser peut-être ta chaîne YouTube, parce que je suppose est-ce que ces témoignages sont sur YouTube présents. ou Vimeo? Ouais, ils sont présents. Alors sur YouTube, on peut les trouver sur YouTube, ouais, sur Gaëtan Wilfried. On tape tout simplement Gaëtan Wilfried, Wilfried avec un V, V-I-L-F-R-I-D-E. Et on va tomber sur ma chaîne YouTube, et en effet qui répertorie les témoignages que j'ai pu recueillir pendant toute cette itinérance de 2021. Je pense qu'il y en a
à peu près une dizaine en fait de femmes. Parfois j'ai pu aussi interviewer des couples. Il y en a deux, je pense à deux couples que j'ai pu interviewer. Et j'ai aussi interviewé des professionnels. Donc l'objectif de cette itinérance 2021, c'était aussi d'aller à la rencontre de professionnels pour bien échanger avec eux sur comment ils accompagnent, qu'est-ce qui fonctionne en fait pour soulager ces femmes. Et donc là, j'avais rencontré 4 professionnels que j'ai vraiment pu interviewer et un peu plus après en présentiel direct, mais voilà, j'ai pas pu interviewer tout le monde. Voilà, ta question juste avant, c'était quoi? Pardon, Les questionnements intérieurs, tes questionnements intérieurs avant de partir. Ouais. Alors peut-être, je suppose qu'il y en avait en 2018. Il y en avait moins. J'étais déjà dans un chemin spirituel vraiment et de développement depuis 2010 à peu près, je dirais. Mais par contre, pas autant qu'en 2021. En 2021, je suis avant tout parti pour moi, avant de partir pour les femmes atteintes d'endométriose. Même si après, sur ma communication, je parlais bien sûr plus des femmes atteintes d'endométriose, mais je suis parti pour moi et la raison principale pour laquelle je suis parti, c'était que je voulais faire des activités dans la matière qui me permettent de me reconnecter à cette dimension en moi de conscience, de présence et contacter ce flow en fait. Comme quand on est dans une activité qu'on aime passionnément et on fait cette activité puis on sent que le mental il est shunté, quoi. Il est mort. On est juste dans le mouvement, on est dans notre activité et il y a une espèce d'état de conscience qui est tellement paisible, calme et on est à la fois conscient de ses sensations et conscient de tout ce qui nous entoure au niveau de notre environnement. Et donc, mon objectif principal, c'était de faire des activités qui allaient m'amener et favoriser cet état de conscience. Et parmi ces activités, il y avait donc la marche. Ça tombe bien, parce que là, j'en ai marché beaucoup. Il y avait la transmission, le fait de transmettre. Quand je transmets ou que je suis en atelier ou en conférence, généralement, je suis habité. Quand je pratique la moxibustion également, je suis plus Gaëtan, je suis traversé par quelque chose en fait, qui ne s'explique pas, et qui, à travers moi, du coup, fait un acte thérapeutique. Voilà, c'était ça essentiellement. Du coup, je suis parti pour ça, pour faire des activités qui allaient faciliter l'accès et le fait de vivre en présence, contacter cette dimension essentielle en fait. D'accord, donc du coup, est-ce que tu avais des questionnements par rapport, parce que là tu en parles de manière très aboutie. Est-ce que justement ces 3 points essentiels avant de partir, tu les avais ressentis, ils étaient déjà là, Ils étaient identifiés déjà. ils étaient identifiés, et donc ok, et après au niveau du questionnement intérieur, est-ce que c'était pour peaufiner ces 3 points en fait, c'est ça? C'était vraiment pour les vivre en fait. Pour les vivre. C'était pour me donner l'opportunité de vivre plus dans mon quotidien, d'un moment qui me connecte à moi-même. D'accord. Et aussi avec la rencontre des gens, parce que la rencontre enrichit, il y a un effet miroir, on comprend des choses, de ses fonctionnements, et le fait de sortir de ma zone de confort aussi, aller me confronter à mes peurs, le fait de dormir en pleine nature, entouré voilà, d'animaux sauvages, ce genre de choses, tu vois, tu t'es confronté à tes peurs un peu primitives. Voilà. Tu avais une tente? J'avais une tente, ouais. Ouais. Tout à fait, j'avais une tente. Tu avais une tente et le vélo. Et la marche. Et là, Là, c'était que à pied, donc j'avais que la tente et mon sac à dos, voilà, ma frontale, tout le matériel, quoi, mais juste ça. Donc après, en effet, au niveau des questions, c'est vrai que je crois qu'en fait, ça, je me le suis avoué peu avant le départ, que je faisais vraiment ce projet pour cette raison-là. Jusqu'avant peu le départ, en fait, je me disais vraiment, non, mais en fait, je pars pour les femmes atteintes d'endométriose, je pars pour mon activité professionnelle, du coup, ça va faire une grande communication, ça va être chouette, et puis je le fais pour les autres. Et du coup, ça m'aide, en fait. Pour moi, c'était un prétexte. Mais réellement, vraiment, au fond, si j'écoutais, c'était pour moi que je voulais le faire. Voilà. Mais les questions, en fait, je suis pas tellement parti avec des questions, mais plus avec l'idée que je voulais me confronter à mes limites. Je voulais sortir de ma zone de confort parce que j'ai pu expérimenter jusqu'à maintenant dans ma vie que c'est dans ces moments où je sors de ma zone de confort, où je me challenge, où je sors de ma bulle,
que j'exprime tout mon potentiel et toute la beauté que j'ai en moi en fait. Donc c'était aussi une manière de, voilà, de dépasser un espèce de stade où je stagne pour aller exprimer toute ma lumière au monde en fait. Et je crois vraiment que c'est ce que j'ai fait puisque j'ai eu tellement de synchronicité dans ce projet que c'était fabuleux quoi. Ouais. Ok, super, super, super. Donc du coup, on est en 2021. Ouais. Tu reviens de de ton itinérance à pied. Ça a duré combien de temps? Ça a duré, alors ça devrait durer 6 mois. Au final, ça a duré 4 mois et demi. Je suis revenu un peu plus tôt que prévu, j'ai marché plus vite. Et puis à la fin, c'est quand même vrai que le froid commençait à arriver. Je suis rentré en novembre. Et ça commençait quand même à être dur au niveau du matériel. En tout cas, quand je dormais dehors, parce que j'ai aussi été beaucoup hébergé, mais quand je dormais dehors, c'était quand même très difficile avec le froid. Au niveau du matériel, ça demande vraiment d'être bien équipé, quoi. Donc 4 mois et demi, du coup. D'accord, 4 mois et demi. Et au bout de 4 mois et demi, tu rentres. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et là, c'est le chaos. Carrément, le Là, chaos. là, c'est le chaos. Du coup, je me dis, toutes ces informations que j'ai accumulées, du coup, je vais synthétiser tout ça pour affiner mes accompagnements. Donc, du coup, il y a la volonté de, toujours, en effet, hein, d'accompagner les femmes endométrieuses, mais vraiment de peaufiner mon approche, ma démarche, tout ça. Donc, du coup, de vraiment utiliser tout ce que j'ai appris sur l'endométriose et sur ces femmes et comment je peux mieux les accompagner pour créer un accompagnement extrêmement complet. Donc j'ai consacré beaucoup de temps à ça, mais c'était plus le chaos sur les autres plans de ma vie. Le plan de où je vais habiter, parce que là je rentre à ce moment-là et quand je rentre, du coup je passe une semaine chez mon père. Et je me dis non, je ne vais pas rester chez mon père. Hein. Donc après je vais en colocation chez ma meilleure amie. Et là j'y suis resté à peu près, je pense bien 4 mois. 4 mois à peu près chez elle à habiter. Voilà, je suis en plein questionnement aussi par rapport à mon activité salariée, parce qu'à ce moment-là, quand je rentre, je reprends mon activité de portage repas. Et au final, tu vois, je suis beaucoup dans le doute, je suis là, vraiment, est-ce que je franchis le pas enfin de dédier tout mon temps et toute mon énergie à mon activité libérale, ou est-ce que je reste avec cette sécurité d'un actif salarié, mais qui me prend beaucoup d'énergie. Et du coup, je peux faire que la moitié en fait de ce que je pourrais faire si vraiment j'étais totalement centré sur mon activité. Et donc en avril, je décide, avril 2022, je décide de quitter mon emploi salarié. Sans compter qu'en plus de ça, ça m'évite de faire des tests PCR toutes les semaines parce que je ne me suis pas fait vacciner. Donc du coup, pour les personnes âgées, il faut que je fasse des tests toutes les semaines pour être sûr que je ne sois pas atteint par le Covid. Donc il y a toutes ces questions-là aussi. Du coup, ça, voilà, c'est une grande liberté, on n'a plus de tests. Et enfin, du coup, je peux me dédier à 100% à mon activité libérale. Donc, mais beaucoup le chaos dans le sens vraiment encore, après, comme en 2018, je ne me questionne pas sur qui je veux accompagner, mais sur comment. Et quelle dimension vraiment je veux accompagner. Et au fond, si je suis honnête, ce que je veux accompagner, c'est la dimension de l'être. Or, moi, je suis encore très focalisé sur le corps, sur l'énergie, sur le physique. Parce que ça me rassure, en fait. C'est palpable, c'est concret. Les gens comprennent quand tu leur parles de ça. Quand tu parles de l'être, de la dimension spirituelle, c'est plus délicat. En tout cas, c'est ma croyance encore peut-être actuellement, mais d'amener le sujet et de me dire, mais comment je vais arriver, en fait, à faire toucher la personne, cette dimension en elle, qui est ce qui importe le plus en fait. Et ça m'importe. Ouais, donc en fait, l'être pour toi, c'est finalement qu'est-ce qui donne du sens et qu'est-ce qui motive la personne dans sa vie ou C'est ce qui donne du sens. Ce qui motive, je dirais plus que c'est ça c'est plus de la dimension de l'individu, de la mission de vie, tu vois. Mais l'être pour moi, c'est vraiment contacter en soi cette dimension de vraiment, ce que je te disais tout à l'heure, c'est délicat avec des mots d'expliquer ça, mais cette espèce de flow que tu ressens quand tu es dans une activité passion où ton mental il est en off en fait, et tu es juste en train de vivre l'instant présent, comme on dit souvent, et de vivre et de ressentir en fait. Mais de ressentir que tu n'es pas juste cette forme-là, ce corps. De ressentir que tu es ça, mais tu es aussi connecté à tout le reste en fait.
Et là, tout d'un coup, tout devient possible, quoi. Une connexion aux autres, à la nature, à l'univers, à ce qui nous entoure au-delà de notre corps physique en fait. Ouais. C'est ça. Et je veux toucher du coup la dimension spirituelle de l'individu. Voilà. Et je pense vraiment que la moxibustion a un rôle à jouer là-dedans. Mais je vois pas encore comment. Petit à petit. Et donc du coup, c'est rigolo parce que c'est étonnant parce que du coup, en avril 2022, tu lâches ton activité en portage salarial, portage de repas, pardon. Et puis après, 6 mois plus tard, enfin, on se rencontre à ce moment-là à la parenthèse spirituelle, à cette journée de, voilà, à la Roanne, à Saint-Antonin. Et moi, à ce moment-là, c'était pas encore la féminescence, ça a apparu une semaine après, enfin mi-juin, où je me suis levée en disant voilà, je veux créer Féminescence d'ici et d'ailleurs, pour ça, pour ça, pour ça. Et du coup, on se revoit ensuite à la Passiflore Et là, tu viens vers moi. et ouais, et en fait, je viens vers toi pour t'intégrer parce que je savais plus ou moins ce que tu faisais. Je te suivais un petit peu de loin et puis voilà, sur les réseaux sociaux, et cette résonance et cette sensibilité qu'on a tous les deux aussi. Et donc, voilà, et puis après, agréablement surprise du coup de découvrir que tu t'intéresses aussi au deuil et que ben, toutes les synchronicités, que tu aimes faire des vidéos, voilà. Et donc voilà, 2022, octobre 2022, création de Féminescence. Et là, on est en 2023. Début mars 2023 et on fait l'entretien pour te mettre en lumière et finalement c'est presque un an après ton arrêt de l'activité. C'est tout à fait. Voilà, Tout à fait. donc la vie est superbement bien faite en fait, c'est génial. Quand on regarde en arrière, on se dit en fait c'est vrai comme les choses sont bien agencées, quoi. Ouais. Et Quand tout est juste et quand tout est aligné, tout est là, ben, tout se passe, voilà. ouais. Tout est dans le flow. Même si encore actuellement, hein, il y a beaucoup de peur par rapport au fait d'arriver à vivre, tu vois, financièrement de l'activité, tout ça. Mais je regrette pas du tout mon choix et d'être parti parce que c'est un. Je pense en fait à un moment donné, je veux pas faire les choses à moitié, quoi. Tu vois. Et là, d'avoir deux activités, c'était plus compatible, quoi. De la même manière que d'être trop investi ailleurs, puisque j'étais beaucoup investi par exemple dans une association d'arts martiaux qui s'appelle les Kundaoing, du coup, sur Albias, depuis 2020 jusqu'à 2022 en fait. Et c'est pareil, j'ai clôturé aussi mon investissement au sein de cette association pour vraiment me mettre focus sur l'endométriose et l'accompagnement de ces femmes. C'est vraiment... Et des fois, je me dis, mais c'est fou en fait, parce que il y a vraiment quelque chose qui me pousse à aller là-dedans et je ne l'explique pas. Ouais. Oui, c'est ton chemin. C'est quand des fois ça s'explique pas, c'est que c'est vraiment le chemin à prendre. On n'est plus dans le mental en fait. C'est ça. Ok, super. Mais je crois qu'on a fait le tour de ton parcours et je te remercie de cette ouverture et je te remercie de ton authenticité et de cette mise en lumière. Et j'espère qu'à travers ce portrait, eh bien, tu aideras d'autres femmes, d'autres hommes et te faire connaître parce que du coup, c'est aussi le but de ces portraits-là que je veux mettre en place. Voilà, parce qu'on est tous dans nos activités de manière individuelle. On a de super outils et on est compétents à un moment donné et c'est bien de se faire connaître et de le mettre en avant. Voilà, donc merci à toi Gaëtan pour ce que tu es et pour ce que tu fais et pour ce que tu donnes. Merci Céline.